Eh bien, nous allons pouvoir lancer cette deuxième table ronde qui va être le dernier temps collectif, temps fort de la journée, en tout cas sur des échanges avec des invités. Donc, je prends la parole aujourd'hui devant vous. Pour certains ou certaines, ma voix sera familière, quoique légèrement modifiée par le micro. Et pour d'autres, ce sera une découverte. Bien avant l'acquisition du langage, nous expérimentons des sons produits par notre corps. Ces sons s'affinent et au fur et à mesure, notre voix apparaît. Évolutive tout au long de notre vie, elle peut être amenée à être modifiée volontairement ou involontairement. Nous recevons aujourd'hui 3 femmes qui vont partager avec nous leur expertise, qu'elle soit académique ou expérientielle. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette deuxième table ronde de la journée Johanna Reyvis, Célène Thénon et Willy. Alors je vais vous présenter. En plus, vous êtes dans l'ordre de ma fiche. C'est comme si c'était écrit, dis donc. Johanna, bonjour, tu es une spécialiste de la voix, orthophoniste et vocologiste. C'est un mot que j'ai découvert. Docteur en linguistique, chercheuse au laboratoire CNRS Parole et Langage d'Aix-en-Provence et professeure associée à la faculté des médecines de Marseille. Tes thématiques de recherche sont concentrées autour de la voix et de l'identité. Célène, tu es ingénieure. Bonjour, oui. Bonjour. Actuellement enseignante et conseillère municipale à la ville de Rennes, déléguée au musée, lecture publique et culture ludique. Tu es une femme engagée et investie dans de nombreux mouvements associatifs. Tu as été aussi co-créatrice du podcast Ludologie. Ah, non, pas co-créatrice, mais j'y ai été animatrice pendant de nombreuses années, oui. Willy. Bonjour. Bonjour. Musicienne et chanteuse. Tu es aussi la créatrice du podcast Music Talk. Un podcast où tu recueilles les anecdotes et confidences cachées derrière une musique ou une chanson choisie par tes invités. C'est ça. Pleine d'énergie, tu fourmilles d'idées et une petite voix me dit qu'il pourrait y avoir un futur projet qui émanerait de cette rencontre avec le Festival des Haut-Parleuses. Mais on n'en dira pas plus. Alors, que ce soit dans la prise de parole du quotidien ou dans la chanson, on parle souvent d'identité vocale. Mais alors, l'identité vocale, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on entend par identité vocale ? De quoi parle-t-on ? J'aimerais bien avoir un petit peu votre regard à toutes les 3 et voir un petit peu ce que vous en pensez. Si je peux commencer sur le point de vue des connaissances scientifiques qu'on a par rapport à la question, en fait, ce qui va faire la sonorité de notre voix, c'est, on va dire grosso modo, la taille des organes qui sont utiles pour la produire. Et donc, pour produire la voix, on a besoin des poumons, des cordes vocales et de tous les espaces creux qui sont à l'intérieur de la bouche qui permettent d'articuler les sons. Et en fait, la dimension et les proportions sont différentes d'un individu à l'autre. Exactement comme on a tous 2 yeux, un nez et une bouche. Et pourtant, on a tous des visages différents. À l'intérieur de notre corps, on a aussi tous 2 poumons, un larynx et une cavité buccale. Mais les proportions spécifiques sont un peu différentes et donc vont donner une sonorité différente. Ça, c'est pour les aspects vraiment anatomiques, on va dire, de la chose. Biologique. Et ensuite, l'apprentissage de l'utilisation de la voix et du langage se fait comme n'importe quelle activité par imitation et l'observation des gens qui nous entourent. Ce qui fait qu'on peut avoir une voix qui ressemble à celle de notre maman, par exemple, parce que si on lui ressemble à l'extérieur, il y a des chances qu'on lui ressemble à l'intérieur. Et en plus, on a appris à parler, à utiliser notre voix par imitation par rapport à elle. Voilà, ça, c'est un peu les données que je peux vous donner qu'on connaît. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne entrée en matière pour vraiment poser les choses d'un point de vue, comme tu disais, scientifique et biologique, quoi. Et alors, l'identité vocale, pour vous, alors toi, Johanna, tu as pu donner ton point de vue de professionnel. Pour Célène et pour Willy, vous avez expérimenté et vous expérimentez au quotidien cette voix-là. Willy dans la chanson, Célène à travers toutes tes expériences, que ce soit en tant qu'enseignante ou à travers le podcast que tu as pu avoir.
Pour vous, l'identité vocale, ça parle de quoi ? Je vais répondre du coup. Je sais pas. Pour moi, l'identité vocale, c'est la singularité. C'est ce qui nous définit. Nous avons chacun une voix qui définit bien notre personnalité. Pour moi, c'est vraiment singulier. Et l'identité vocale, c'est ça, quoi, la petite signature vocale. En tant que chanteuse, c'est ce qu'on dit. On parle souvent de tessiture, de choses comme ça. On parle beaucoup d'identité vocale, exactement. Tu parlais aussi tout à l'heure d'imitation. Il y a beaucoup de chanteuses qui vont... Pour commencer, c'était mon cas aussi. Quand j'ai commencé à chanter, j'imitais des grandes chanteuses pour essayer d'avoir justement cette identité vocale, mais j'ai jamais réussi. Parce que finalement, il a fallu que j'accepte ma voix telle qu'elle était. Et voilà, donc ma singularité pour le coup. Ça me renvoie à quelques anecdotes, en fait, parce que dans le cadre de mon podcast, effectivement, j'avais rencontré, alors c'était aux Utopiales de Nantes, on m'avait présenté à un autre... concepteur de jeu, en fait. Et avant même qu'on me présente moi, il dit « Ah, t'es Célène de Ludologie ». Et en fait, il écoutait le podcast et il m'a reconnu par la voix. C'était très bizarre, parce que quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui ne nous a jamais vu non plus et qui reconnaît par la voix, effectivement, au début, c'est très bizarre. Et ça me renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure, parce que, en fait, effectivement, il y a le côté du timbre de la voix, qui est une donnée biologique, etc., mais qui est influé aussi par de la socialisation, notamment par le fait que, on le sait, notamment, il y a le fait de pouvoir moduler sa voix et avoir une voix de théâtre, par exemple, mais aussi un mimétisme qui est aussi genré. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... C'est presque une idée reçue, en fait, pas totalement, mais... comme quoi les hommes auraient une voix plus grave que les femmes. Quand je dis c'est presque une idée reçue, mais tu pourras sans doute le dire beaucoup mieux que moi, c'est que, en fait, ce qui différencie plus les hommes des femmes, c'est les modulations de la voix et l'accentuation que prennent les phrases, et ça, c'est complètement social. C'est influencé, oui, par rapport à la société, la question du genre dont tu parlais. Justement, ça va justement vers un peu ce que j'avais envie d'aller. On parle parfois de voix grave, de voix aiguë, de voix perchée. Enfin voilà, c'est des expressions qu'on entend. Et ce type de voix, nos voix ont un impact sur les personnes qu'on a en face de nous. On parle aussi de voix monocorde. Donc, voilà, tu es enseignante. Je pense que c'est des choses que tu as dû travailler. Moi, ça m'arrive des fois de faire des conférences où le sujet est, en tant que pas conférencière, mais en tant que spectatrice, où le sujet est passionnant. Mais si c'est l'après-midi à 14h30 et que le conférencier a une voix monocorde, je pique du nez, quoi. Et alors que le sujet me passionne. Donc c'est quel impact, voilà, de votre point de vue, quel impact peut avoir justement la voix sur les autres et quelle importance ça a dans la relation à l'autre ? La voix, elle est à la base de toutes les interactions humaines, en fait. Et effectivement, un peu sa sonorité identitaire, comme on venait de le dire, et un peu ce qu'on en fait, finalement, ça va changer des choses dans notre manière de recevoir le message et d'appréhender aussi l'individu qui utilise cette voix-là. Il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été publiés sur cette question. On dit souvent que les voix graves sont plus sérieuses, sont davantage dignes de confiance, masculines, davantage masculines, ce qui est souvent un fait du point de vue de la masculinité, mais c'est très social, ça, en fait. C'est très l'aspect social dont tu parlais tout à l'heure. Je me rappelle d'une étude qui avait été faite aux États-Unis dans les années 90 où ils avaient récupéré les voix de tous les candidats à la présidentielle des 30 dernières années et ils avaient mesuré simplement la hauteur de la voix des candidats. Et ils ont montré que systématiquement, celui qui avait été élu était celui qui avait la voix la plus grave. Donc, certainement pas sur ce seul critère-là. Mais n'empêche, ça participe à quelque chose de totalement générale. Inconscient aussi. C'est l'impact que ça a sur soi, il peut y avoir de la conscience, mais aussi de l'inconscient pour le coup. Je dis juste un mot aussi sur l'aspect, sur l'anecdote que tu racontais par rapport aux conférenciers. Effectivement, si vous êtes insomniaque, allez voir une conférence avec quelqu'un qui a une voix monotone. Vous êtes certain que vous allez résoudre le problème.
La voix, c'est de l'énergie, en fait. Et la voix transmet les états de nous-mêmes. Et donc, simplement parce que ça utilise des muscles. Et quand on est en forme, gai, content, joyeux, etc., on a les muscles qui sont vifs. Et quand on est déprimé, triste, fatigué, on a les muscles qui sont moins vifs. Et si on a les muscles qui sont moins vifs, on a la voix qui est plus grave, moins forte, avec moins d'intonation, moins de différences intonatives. Et donc, on transmet ça aussi. La voix, c'est un miroir sur l'individu. Et c'est exactement ce qui fait que quelqu'un que vous connaissez très bien et que vous n'avez pas vu depuis longtemps, à son allô au téléphone, vous savez comment il va. Exactement. Voilà, c'est pas le mot qui porte je vais bien ou je vais pas bien, c'est le ton de la voix. C'est l'intonation. Moi, j'ai une petite anecdote aussi par rapport à ce que peut représenter la voix. La perception que peut avoir une autre personne par rapport à la voix. Quand je commençais à chanter, j'avais fait un concours de chant, donc soul music, donc très black music, etc. Et ma particularité, c'est que voilà, je suis noire et grande et les gens pensent que je suis chanteuse de gospel ou je fais de la soul. Mais en fait, je suis soprane. On croirait comme ça, mais j'ai la voix très aiguë, des fois, quand je chante. Et j'ai perdu ce concours. Pourquoi ? Donc, je suis allée voir les membres du jury pour essayer de comprendre pourquoi. Le président du jury m'a clairement dit « tu n'as pas la voix soul ». Voilà. Donc, en gros, ma manière de chanter, le fait que j'ai la voix plutôt dans les aigus ne correspondait pas, en fait, à ce qu'ils attendaient des candidats. Pourtant, je chantais juste, j'ai été ovationnée, etc., mais j'ai perdu à cause justement de cette voix fluette. Et voilà, dans la soul music, il faut qu'on ait la voix bien basse, bien suave, etc. Et moi qui pensais qu'avec mon physique et ma belle voix haute, ça allait passer. Mais en fait, la perception du jury n'a pas collé avec ma tessiture vocale, pour le coup, mon identité vocale. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on a, par rapport à différents types de voix, on a différentes perceptions, on s'imagine des choses, mais non, pas du tout en fait. Voilà. Hélène, ouais. Quand tu dis que effectivement on communique une énergie par la voix, je comprends pourquoi je suis aussi fatiguée le soir en fait. Non mais je pense que vraiment il y a un investissement vocal et de presque de scène en fait, parce que aussi bien en tant que représentante politique que en tant qu'enseignante, effectivement il y a une forme de mise en scène de soi et il y a une forme de, on va dire, de générosité vocale dans le discours qui participe aussi à un certain épuisement, mais qui fait aussi qu'on est écouté, qui fait qu'on et y compris en tant que femme, et y compris avec une voix qui n'est pas une voix grave, voilà. Et par rapport à ce que tu disais j'avais vu aussi il y avait aussi une question de taille des personnes, c'est-à-dire que souvent c'était des gens qui faisaient plus d'1m80 qui étaient élus, etc. Ça participe d'une domination masculine en fait, mais qui est totalement dans l'implicite en fait. C'est même pas, effectivement, pour être élu, ça marche mieux si on est grand, si on a la voix grave, donc on est un homme, etc., etc. Et pour revenir à ce que tu disais aussi, moi j'ai cette particularité aussi. En fait, moi jusqu'à mes 26 ans, j'étais considérée comme un garçon. Et donc j'ai dû faire une transition vers le féminin pour m'assumer en tant que femme et être acceptée en tant que femme. Sauf que par rapport à l'identité vocale, moi on m'a toujours appelé madame au téléphone. Ça n'a jamais changé, il n'y a jamais eu de... Et j'ai pas dû avoir de parcours d'affirmation par la voix de ma féminité, parce que ma voix a toujours été celle-là. En revanche, il y a eu un certain nombre de doutes, de questionnements, et même parfois d'autocensure, parce qu'il y avait toujours cette peur, et peur remplie des stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à soi-même et tous les groupes auxquels on appartient, en fait. Est-ce que ça va contribuer à me faire identifier est-ce que je vais me faire agresser, est-ce que je peux parler quand je vais aux toilettes, enfin voilà, un certain nombre de choses en fait. Et au moment de commencer à faire du podcast, ça a été un des moments où ça a été le plus pour moi un questionnement en fait. C'est je vais parler à plein de gens que je connais pas, et on va m'entendre que par ma voix. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, et c'est dur parce que la voix qu'on entend tout le temps quand on parle, c'est pas celle que les autres entendent. Ouais. Tout à fait. Et d'autant plus que quand on
Là, par exemple, je parle, je suis pas sûre d'avoir la même voix que quand je suis avec mes amis et que je suis en train de rigoler, m'amuser. Voilà. On adapte aussi la voix, je pense. Et là, je te regarde, Johanna, mais on adapte sûrement aussi la voix au moment où on est, à l'environnement dans lequel on est, etc. Et pour la petite anecdote aussi, pendant le confinement, j'ai travaillé chez moi. Donc mes enfants, je suis travailleuse sociale, donc je passais beaucoup d'appels aux familles avec qui je travaillais. Et mes enfants donc, entendaient parfois passer des coups de téléphone. Alors je faisais attention, je fermais les portes. Ils n'entendaient pas obligatoirement ce que je disais, mais ils entendaient ma voix. Et les deux m'ont dit, mais en fait, t'as pas du tout la même voix quand tu te Mais c'est qui cette dame ? Mais c'est qui cette dame ? C'est pas ma mère. Donc voilà. Donc oui, c'est parce que mon identité, on parle de voix et d'identité, parce que mon identité à ce moment-là est mon identité professionnelle, et sûrement que dans la relation professionnelle, je n'ai pas obligatoirement la même voix que quand je suis dans mon identité de Julie, avec tout le monde, etc. Et justement, par rapport à la thématique de départ, l'affirmation de soi, comment est-ce qu'on s'affirme en tant qu'individu, en tant qu'individualité à travers la voix, c'est d'abord aussi, j'imagine, prendre conscience de sa voix. Et c'est la question aussi de la prise de confiance en soi. On parlait avec Célène, quand on a échangé pour préparer la table ronde, on parlait de légitimité. Et comment, quand je deviens de plus en plus légitime, j'utilise ma voix comme un outil d'affirmation. J'aimerais aussi avoir un petit peu votre regard. Et là, je vous regarde pour le coup toutes les trois, parce que j'imagine que vous avez des choses à dire de votre point de vue. Bon, je commence. L'affirmation de soi, en fait, je dirais que la voix, elle reflète le tempérament des individus. Voilà. Et qu'une personnalité timide, par exemple, plutôt introvertie, c'est une personnalité qui a envie de se faire toute petite, qui a envie qu'on la remarque pas trop, qui a envie de se passer entre le mur et la tapisserie, et qui voudrait surtout ne pas être vue des autres. Ça se ressent aussi dans sa voix. Elle a une voix qui généralement est toute petite, qui est plutôt grave, qui est pas forte, qui est peu intonnée, qui est un peu monotone, histoire de pas trop se faire remarquer. Les personnalités plus extraverties ont des voix qui sont plus aiguës, plus fortes, plus intonées, qui prennent de la place, qui disent « regardez-moi » en fait. Et je ne crois pas qu'on puisse, ni qu'on doive d'ailleurs, lutter contre son tempérament. Je pense qu'on doit réfléchir à apprivoiser sa voix. Alors, 99% des fois, la question ne se pose même pas. On vit correctement avec notre voix et c'est très bien, et on la laisse faire et c'est parfait comme ça. Mais quand on identifie que la voix est un problème parce qu'elle nous met à distance d'une situation ou d'une profession ou d'un rapport aux gens, à ce moment-là, c'est possible de travailler sa voix et d'aller chercher à la comprendre, à l'apprivoiser. Et moi, je travaille beaucoup avec les gens dans ce sens-là. Je travaille aussi beaucoup pour la féminisation vocale. On en discutera après. Et il y a des techniques comme ça qui permettent de prendre plaisir, d'apprivoiser sa voix. Et moi, je fais tout en passant par le chant. Histoire que ce soit bien fun, bien désinhibant, et qu'on se sente bien ridicule en bon coup au début, après tout passe. Donc moi, du coup, tu peux rebondir. Ça ne se voit pas, mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma voix. Pas mal, oui, beaucoup de choses. Je me rappelle les premières maquettes, je ne voulais pas les écouter parce que je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas que j'ai une voix comme ça parler et que quand je chante, ce soit dans les aigus. Je ne comprenais pas ce décalage. Voilà. Ça a été vraiment un gros travail sur moi, à accepter du coup la Willy que j'étais en train de découvrir sur cet audio. Et j'ai fait beaucoup d'exercices comme ça, en allant en studio, en parlant, en me produisant aussi sur scène. Et j'ai fini par accepter cette voix. Le podcast, justement, m'aide aussi beaucoup dans ce sens-là, parce qu'il y a la voix de Willy chantée, mais il y a la voix de Willy aussi, la podcast... J'arrive pas à dire ce mot à chaque fois. Podcastrice ou podcast Voilà, podcasteuse. Et voilà, donc les deux choses étaient vraiment différentes. Donc j'ai eu du coup ce mur quand j'ai commencé à chanter, mais j'ai eu aussi ce mur quand j'ai fait j'ai enregistré le premier épisode du podcast. Et pour vous dire, j'ai mis plusieurs semaines avant de me réécouter.
Et ça a été la grosse claque aussi. Et peut-être que j'ai encore du travail à faire dans ce sens-là. Peut-être que je viendrai te voir aussi. Mais avec Tu vois, plaisir. Je suis loin, mais je suis open. Donc oui, je comprends les gens. Tu parlais de timidité. J'ai aussi beaucoup lutté contre... J'étais très timide aussi, ça ne se voit pas, je sais. J'étais très timide aussi, mais lutter contre cette timidité, j'avais peur de parler fort. Parce que du coup, j'étais la plus grande en classe, toujours pareil, hein, t'es plus grande, tout le monde était plus petit, donc j'ai essayé de pas trop me faire remarquer, j'étais un peu voûtée, etc. Donc je parlais un peu comme ça. Donc j'ai beaucoup lutté pour faire accepter, faire entendre ma voix. Maintenant, j'adhère totalement. Donc vous, acceptez votre voix telle qu'elle est, c'est votre identité, c'est ce que vous êtes, et puis voilà quoi. Ouais, j'ai eu un parcours qui a des points communs. Ah. Dans le sens où, comment dire, moi je suis allée voir une orthophoniste à un moment, mais on a discuté pendant 1 heure et on s'est pas revus, mais parce qu'on a eu cette discussion pendant 1 heure où elle m'a dit, à la fin de l'heure, elle m'a dit, en fait, on n'a pas forcément de travail à faire. Enfin, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème, mais sinon il y a des psychologues si vous voulez. Et du coup, je suis allée voir une psychologue et ça allait mieux. Mais en fait, c'est ça la difficulté, en fait, c'est de s'accepter soi et d'accepter soi-même sa voix et de constater. En fait, moi, dans mon parcours aussi, j'ai dû constater que, effectivement, déjà, non seulement j'avais toujours été appelée madame au téléphone, mais que dans la vie de tous les jours, de toute façon, moi, j'étais complètement invisible et qu'il n'y avait pas de problème. Donc, pourquoi est-ce que je me posais des problèmes à moi-même, en fait? Et à partir du moment où j'ai commencé à dire que j'allais avoir un enfant et que je vois les gens qui regardent vers mon ventre et qui ne comprennent pas, c'est que il faut peut-être se détendre un petit peu. Enfin, voilà. Je vais juste rajouter une petite chose, c'est qu'en fait, normalement, à l'état naturel, et a priori, personne n'aime sa voix. Personne n'aime sa voix, parce que quand on l'entend sur un enregistrement, on a un sentiment de terrible étrangeté. En fait, on ne sait pas trop qui est cette personne qui parle. Et en même temps, c'est très familier parce qu'on reconnaît les mots qu'on vient de dire. Ou, on sait que c'est nous, mais on n'entend pas que c'est nous. Vraiment, c'est très bizarre. Et ça s'explique, en fait. Ça s'explique par le fait que quand on parle, on entend à la fois le son de notre voix qui part vers l'extérieur et qui donc arrive à nos oreilles. Et puis, on entend aussi les résonances internes. Voilà. Et en fait, quand on s'écoute sur un enregistrement, on est privé de ces résonances internes. Et c'est ça qui nous donne le sentiment que c'est pas du tout la même sonorité, en fait. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous aimez pas votre voix sur un enregistrement, c'est dommage, parce que c'est exactement celle-là que tout le monde entend tout le temps. Donc il faut s'habituer, en fait. Il faut s'enregistrer, s'écouter, s'enregistrer, s'écouter. Et au bout d'un moment, ça fusionne, c'est ce que tu disais. Hein. Au bout d'un moment, l'image qu'on a de notre voix et la réalité de ce qu'on entend sur l'enregistrement, ça devient la même chose. Si je peux rebondir aussi, c'est trop bizarre parce que quand j'ai accepté ma voix, j'ai aussi accepté mon physique. Je ne sais pas si les deux sont liés, mais à partir du moment où j'ai accepté ma voix, je suis devenue un peu plus épanouie, plus extravagante, je portais un peu plus de couleurs. Bon là je suis en noir parce que c'est le look, hein. Mais il y a du rouge là quand même. Mais c'est vrai que j'ai commencé à porter des couleurs, à parler un peu plus fort, à être un peu plus sociable et tout. Donc je sais pas si c'est lié, mais dès que j'ai accepté ça, j'ai vu un grand changement quoi. L'être humain, il est fait d'un seul morceau, on oublie ça souvent. La voix, c'est pas magique, ça appartient au corps. Ça appartient au corps, le cerveau, l'esprit, notre tempérament, notre corps, tout ça, c'est un seul morceau. Il y a tout qui va toujours ensemble, en fait. Okay. Alors, du coup, est-ce que parfois notre voix peut nous jouer des tours? Ah, c'est une bonne question. Elle peut nous jouer des tours. Je m'en rappelle, quand je travaillais pour payer mes études, je bossais pour une maison de presse, et c'était du télémarketing. Et donc on décroche les appels pour les abonnements, etc. Et je me présente, voilà, Willy, etc. Je réponds au téléphone, et là il y a un bon monsieur qui dit « Bonjour madame » et tout, etc. Je lui dis « Bonjour ».
Les clients étaient sympas au téléphone, donc on parlait un peu de nos vies privées, mais pas trop longtemps. Il dit, vous avez un petit accent et tout. Ah bon, j'ai un accent? Oui, oui, vous avez un petit accent. Vous venez d'où et tout? Ben, je dis, je viens du Congo. Je viens du Congo-Kinshasa. Il a dit, non, non, j'aurais jamais cru que vous venez d'Afrique. J'ai dit, ah bon? Mais quel accent? Il a dit, mais vous êtes d'une région de France? J'ai dit, non, 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 je suis bien du Congo et tout. Et en fait, je pense que quand mes parents sont venus ici, donc j'étais petite, j'ai des amis qui sont venus d'Afrique, mais récemment, donc eux, ils ont cet accent bien marqué, on reconnaît leur identité. Et moi, du coup, quand je parle, j'ai quasiment pas d'accent. Et c'est vrai que quand je dis que je viens d'Afrique ou que je viens d'ailleurs, les gens sont très surpris parce qu'en effet, j'ai pas d'accent. Je saute un peu, ça s'entend, mais je n'ai pas d'accent. Du coup, on a eu cette conversation avec ce client à qui j'ai réussi à vendre un abonnement, donc j'étais contente. Mais on a parlé justement de cette identité vocale, de mon accent, de ma tessiture, de plein de choses, parce qu'il pensait, il n'aurait jamais cru que je venais d'Afrique. Quoi. Il était persuadé que j'étais franco-française, née ici, ou voilà quoi. Donc oui, juste pour répondre à ça, ça peut jouer des tours, mais c'était un tour sympa. En plus, si je peux me permettre, il y a un certain nombre de Français qui n'arrivent pas à réaliser que Kinshasa, c'est la ville francophone la plus peuplée au monde. Exactement. Et toi? Du coup, la voix qui joue des tours, j'essaye de chercher des anecdotes, je ne sais pas trop en fait. Je ne sais pas trop répondre à cette question. Alors j'y vais, et puis comme ça te laisse le temps de réfléchir. En fait, souvent, la principale trahison qu'on va reprocher à notre voix, c'est de transmettre une émotion qu'on voulait garder pour nous. Voilà. Et le problème, c'est que la voix, c'est pas qu'elle transmet les émotions, c'est qu'elle est l'émotion. La voix, elle est faite pour ça. Elle est faite pour transmettre les émotions. En fait, si on reprend, si on remonte très longtemps en arrière et qu'on considère que l'être humain, c'est un mammifère parmi les mammifères, si vous prenez n'importe quel mammifère qui possède déjà une voix et puis qui a comme système de communication, donc la voix, les attitudes corporelles, etc. La seule chose qui vaut d'être transmise dans la nature quand on n'a pas l'articulation du langage et tout ce système très sophistiqué qu'a l'homme, la seule chose qui vaut d'être transmise, c'est l'émotion. Et si vous regardez des documentaires animaliers, vous allez voir que les animaux, ils expriment la peur, ils expriment l'apaisement, ils expriment des choses comme ça. Et ça, c'est resté chez nous. Et donc, pour produire la voix, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin de coordonner certains organes et que c'est une activité musculaire. N'importe quelle activité musculaire est toujours programmée dans le cerveau. Il y a tout qui marche, qui part du cerveau, quoi qu'on fasse. Le système moteur de la voix, donc les nerfs qui partent et qui transmettent l'ordre aux muscles de se mettre en route pour produire la voix, il y a un faisceau qui part directement du système limbique. Et le système limbique, c'est le système dans le cerveau qui gère les émotions. Voilà. Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez dans un manège type grand 8 et que vous voyez la nacelle qui monte et qui ralentit et qui ralentit et qui ralentit et que vous vous mettez à hurler au moment où vous vous jetez dans le vide, c'est pas parce que vous vous êtes dit « tiens, ça fait peur, je vais crier ». C'est parce qu'en fait, le système limbique a directement envoyé l'ordre à votre système moteur de produire le signal d'alerte de la peur pour que tous les autres soient au courant. Je pense que les autres étaient déjà au courant. Ouais, ça m'est revenu. Une petite anecdote d'abord, puis après je reviens à ce que tu viens de dire. D'abord, une fois où je rencontrais une nouvelle classe, je commence à dire bonjour aux élèves qui étaient pas mal devant ou quoi, mais je ne m'adresse pas encore à toute la salle parce que je dois préparer mes affaires, etc. Et là, je vois une élève qui commence à se lever, à prendre ses affaires et à aller au premier rang. Je fais ça va? Non, non, mais c'est juste pour être sûr de vous entendre. Ok. Et après, je commence à parler, à faire mon cours. Et là, je vois que ok, c'était inquiété pour rien. C'est-à-dire que j'ai pas nécessairement la même portée, la même voix quand je m'adresse à toute la classe ou quand je viens juste de dire bonjour aux élèves qui étaient proches de moi. Mais c'est normal. Et en fait, un certain nombre de personnes confondent la puissance vocale et ses modalités, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une voix de théâtre, on peut parler à toute une assemblée sans micro, en se faisant bien entendre, en ayant une voix avec des modulations, une voix aiguë, et sans la forcer et sans crier. Sinon, on se blesse, en fait. Et voilà, ça m'avait fait sourire de voir cet élève qui avait confondu les deux, en me voyant parler avec une voix
plus faible, mais parce que je n'avais pas nécessité à m'adresser à... Voilà. Et sinon, la voix qui fait défaut, moi, ça me revient. Il y a un certain nombre de fois, parce qu'en plus... Alors moi, depuis un certain temps, depuis l'adolescence, je fais du jeu de rôle. Ça m'a beaucoup aidé à sortir de cet état de timidité et de réserve, etc. Parce que nécessairement, il faut parler avec les autres. Tout se passe dans la conversation qui se passe autour de la table. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, ça m'a pas mal débloqué. Quand on fait trop de jeux de rôle en trop peu de temps et avec trop de gens, et au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Ça m'était déjà arrivé aussi après des attractions, après avoir trop crié. Et là, paf, pendant 2-3 jours, une semaine, plus de voix du tout. Et c'est vrai qu'il y a, et particulièrement quand on a un profil comme le mien, qui est assez vers les autres, qui est assez, c'est dépossédant. C'est vrai que le fait de plus avoir de capacité d'oraliser, on passe par des astuces, il y a les ardoises, etc. Mais il y a une perte qui est difficile à vivre. Et du coup, si je comprends bien, Johanna, et tu me diras si je me trompe, mais ça veut dire que, par exemple, quand on prend la parole, moi j'ai me souvenir de ma première prise de parole professionnelle dans une réunion de service, toute jeune diplômée, je venais d'arriver dans l'équipe, je sais pas, on devait être plus d'une trentaine, quarantaine, et je devais donner mon avis sur quelque chose sur lequel j'étais pas obligatoirement en accord avec... donc il fallait que je m'affirme dans ma personnalité et ma prise de parole. Et j'ai ce souvenir de sentir que ma voix était totalement différente. Il y avait un chevrotement, je ne sais pas si c'est le mot, chevrotement, léger, et donc je l'entendais. Donc tout de suite, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que les autres l'entendent ? Enfin, comment ça impacte, en fait, justement, sur notre identité, enfin, sur ce qu'on est en train de faire, sur notre personnalité, enfin, ouais, ce qu'on a envie de dire. Et au final, de me rendre compte que, de me dire, de toute façon, tant pis, j'y vais, je prends la parole, j'ai décidé de prendre la parole, donc j'y vais, je me lance. Et au final, de se rendre compte qu'au fur et à mesure, ce chevrotement, il s'en va, quoi. Donc, ça en revient à dire ce que tu disais, c'est qu'il faut l'accepter, cette voix-là, quelle qu'elle soit, qu'elle nous joue des tours par l'émotion ou pas, il faut l'accepter, et au final, elle est ce qu'on est nous, à l'intérieur. C'est plus riche comme ça. Ouais. Mais je dirais que avec l'expérience, tu as encore probablement eu à participer à des réunions où tu étais en désaccord, où il fallait que tu affirmes ton point de vue. Et ça te l'a fait de moins en moins, j'imagine, ça, c'est sûr, aussi. ouais. Parce que tu t'es habitué à cette situation professionnelle, à cet enjeu professionnel. Et en fait, ta voix, ce jour-là, elle n'avait rien traduit d'autre que ton stress et ton anxiété. Maintenant que tu as plus d'expérience, que tu es plus affirmé, plus sûr de toi dans ta légitimité à affirmer des choses, ça se produit moins. Finalement, c'est un travail qu'il faut moins faire par rapport à la maîtrise de sa voix en soi que par rapport à la maîtrise de ses émotions. D'où l'idée d'aller voir un psy. Mais d'ailleurs, ça m'envoie à quelque chose. Moi, en tant qu'élu, j'ai observé le fait que y avait des fois où je faisais des discours et où je remarque que pendant le discours, le fait que le sujet dont je parle m'émeut sincèrement transparaît. Parce que voix chevrotante, parce que j'ai la gorge nouée, parce que je peux avoir les larmes aux yeux, etc. Et c'est cool. Enfin, franchement, je me dis, il faut surtout pas que ça disparaisse, justement. Donc, ça se cultive en réalité, parce que c'est une authenticité qui est porteuse de sens par rapport. Enfin, il y aurait rien de pire, justement, en tant qu'élu, de faire un discours. Alors, certes, de façon qui semble passionnée, mais sans l'accompagner par cette sincérité-là, justement. Pour rebondir aussi par rapport... C'est quoi le mot ? J'ai du mal à prononcer certains mots. Chevrotante. Chevrotante. J'ai eu du mal tout à l'heure et ça y est, je commence Chevrotante. Pour rejoindre ce que tu disais, moi, ça m'arrive souvent sur scène, en fait. Je me rappelais quand je commençais à chanter, j'étais là, je rigolais un peu quand je voyais des artistes chanter sur scène en concert. J'ai dit, mais il est en train de se produire, pourquoi il se met à pleurer, qu'est-ce qui fait qu'il a la voix qui tremble, etc. Et je me rappelle la première fois que c'est arrivé, je me suis mise à chanter et d'un seul coup,
la chanson, en fait, je chantais, je vivais tellement les mots de ce que j'étais en train de chanter, que la voix s'est mise justement à trembler et d'un seul coup, les larmes ont commencé à couler, mais je devais tenir ce concert en sanglotant et en essayant de maintenir cette voix tremblante. Finalement, heureusement que j'ai une superbe équipe de Zikos, donc ils ont pu rendre l'atmosphère encore plus, un peu plus doux pour accompagner cette voix justement tremblante. Donc en effet, comme tu dis, faut l'accepter et du coup, je comprends mieux du coup pourquoi certains artistes sur scène se laissent en fait porter par les larmes et lâcher prise et accepter en fait ce changement de voix immédiat devant toutes ces personnes. Donc j'ai pleuré, j'ai chanté, j'étais tellement contente d'avoir lâché prise parce que j'aurais pu aussi me dire non. On arrête, je fais une pause, mais j'ai laissé le cours des choses. Mais on adore ça, nous, dans la salle, le public, on adore ça. Oui, voir, c'est ce que j'ai vu. L'artiste qui va au fond de son truc. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et ça fait partie aussi du travail d'acceptation, parce que c'est quelque chose que je n'aurais jamais laissé passer. La voix, c'est l'émotion, en tout cas, c'est ce que je retiens. Et ça me fait écho à la première table ronde qu'on a eue ce matin sur les parentalités. Où on nommait justement la question de la société, le regard sur comment on est parent, avec le point de vue de la société et comment tout se jouait, que ce soit sur le patriarcat, etc. Ou le fait de ne pas parler du 4e trimestre. Donc c'était quelqu'un qui avait son podcast 4e trimestre sur le postpartum. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que, en tout cas ça me fait écho par rapport à notre société ici, en France, où l'émotion, c'est pas obligatoirement quelque chose qui est très valorisé, dans le sens où on va plutôt, que ce soit dans le travail ou dans des choses comme ça, il faut pas trop montrer ses émotions, faut être professionnel. Ou dans les familles, parfois, on parle de pudeur. Parce qu'il ne faut pas quand même montrer trop ses émotions dans les relations transgénérationnelles. Donc, on est aussi le produit de la société dans laquelle on vit et on grandit. Et en tout cas, ça me fait penser à ça. Le fait que quand on a du mal aussi à accepter sa voix, etc., c'est parce que ça nous fait penser à l'émotion. C'est lié à l'émotion, alors que quand on accepte tout, on pleure devant les autres. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on est aussi en lien avec l'humain qu'on a en face de nous. Mais ce que tu dis est aussi vrai parce que là, du coup, je vais faire appel à ma double culture parce que, congolaise d'origine avec la famille bien africaine où on parle fort, où quand il faut pleurer, quand il faut rire, quand il faut s'engueuler, on hurle le dessus. Mais la voix a une part très importante du côté vraiment en Afrique, parce que je côtoie assez d'Africains pour le confirmer. La voix est très importante, elle est très acceptée. Et comme j'ai la double culture, je vois aussi un peu la différence ici. Je me rappelle, paix à son âme, mon oncle quand il est décédé, pour vous dire à tel point que ça a de l'importance. Donc on était à la morgue, donc il y avait du coup ma tante qui pleurait, donc il y avait le corps de mon oncle qui était là, qui pleurait à chaudes larmes, parce qu'en Afrique des fois on fait même appel à des pleureuses. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup on a une manière de pleurer très forte, on est très dans l'émotion. Et là j'ai halluciné, c'était donc dans un hôpital, et il y a une infirmière qui arrive et qui fait chut, un peu de pudeur. Voilà, le choc des cultures. Le choc des deux cultures. À côté, il y avait ma tante qui pleurait mon oncle, et il y a cette dame qui arrive et qui dit chut, quoi, un peu de pudeur. Parce que la voix elle disait, il y a une famille à côté, vous comprenez. Moi, je lui ai dit, non, mais là, en fait, dégagez, quoi, parce que c'est juste pas possible. Mais cette histoire de voix et d'accepter, et c'est vrai qu'au niveau des deux cultures, il y a pas mal de différences, quoi. Voilà. Ce rapport à l'émotion, moi je trouve qu'il rejoint. C'est pas un hasard si on en a parlé dans une table ronde qui parlait aussi du patriarcat, etc. Parce que c'est bêtement misogyne en fait, et c'est misogyne aussi parce que on va percevoir les émotions des femmes différemment des émotions des hommes, avec un certain nombre de choses qui sont même valorisées. Regarde, c'est beau, comme il pleure, machin, tout ça, alors que pendant ce temps-là, quand une femme fait la même chose, elle est qualifiée d'hystérique, elle est qualifiée de... c'est toujours le même refrain à ce niveau-là, quoi. Sur les émotions, il y a effectivement, c'est très codifié sur le plan social, et il y a ce qui est accepté ou pas en fonction d'une société. Tu disais qu'en France,
on essaye au maximum de renoncer à ces émotions, en tout cas de les taire et de ne pas les faire voir à d'autres. Je crois que le pays où cette chose-là est la plus vraie, et là, pour le coup, il doit y avoir un choc des cultures monstrueux avec les pays d'Afrique, c'est au Japon. Yes. Tout à fait. Au Japon, c'est interdit de transmettre la moindre émotion. Il y avait une expérience scientifique qui avait montré, c'était très drôle, ils avaient fait visionner des films d'horreur à des étudiants américains et à des étudiants japonais. Donc, ils leur font visionner une première fois seuls dans une pièce. Et donc, vous voyez les étudiants américains qui réagissent, qui montrent leur peur, qui rient quelquefois, enfin, qui transmettent beaucoup d'émotions. Et puis, ils le font visionner une autre fois en groupe. Et on a exactement la même chose chez les Américains. Chez les Japonais, on a toutes les manifestations de la peur, de l'émotion, etc., quand ils sont seuls à seuls. Et à partir du moment où ils visionnent le film en groupe, tous ensemble, ils sont totalement impassibles. Et ouais, comme quoi, il faut être vigilant aussi à la société dans laquelle on est et on évolue. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est si notre voix est notre identité et qu'on s'affirme avec, etc., et qu'on commence à l'accepter, quand elle est amenée à changer, parce qu'on sait bien qu'on n'a pas la même voix tout au long de sa vie, il y a aussi des effets... avec la vieillesse, enfin voilà, comme tu disais, c'est un muscle, c'est ça, hein, enfin, c'est lié entre autres choses. Entre autres choses, ben voilà, quand on vieillit, le muscle se fragilise, donc c'est un peu pareil. Il peut y avoir des accidents de la vie, et il peut y avoir les comment on dit les extinctions de voix, etc., plus ou moins longues en fonction de si c'est une maladie ou pas. Que ce soit dans la vie du quotidien ou dans le chant, quand sa voix est amenée à changer, quel impact cela a sur du long terme, on va dire, sur soi et du coup sur son identité et dans son rapport aux autres? Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « La voix change parce que la vie nous traverse ». Et donc, il y a différentes étapes dans la vie. Il y a la croissance entre la naissance et l'âge de 10-11 ans, où le larynx grossit modérément, lentement. La voix devient légèrement plus grave, modérément, lentement. Il y a la puberté, où il y a un changement drastique chez les garçons, parce que le larynx va grossir, il va quasiment doubler de volume en l'espace d'un an. La puberté, la mue existe aussi chez les filles, mais c'est plus discret parce que le larynx grossit plus modérément. Voilà. Et on dirait que vers l'âge de 20 ans, parce que les pubertés sont plus ou moins rapides ou plus ou moins lentes chez les adolescents, mais on va dire vers l'âge de 18-20 ans, on pourrait imaginer qu'on a notre voix définitive, mais non. Parce qu'on va endosser une profession, on va endosser une vie sociale, on va se créer un groupe d'amis, un groupe dans lequel on va interagir, et puis tout ça, ça va nous façonner aussi. Alors on pourrait se dire vers 30 ans, alors on doit avoir une voix définitive, mais non, parce que on commence doucement à vieillir, et en fait, finalement, quand on vieillit, les muscles perdent du volume et de l'intensité, et de la tonicité, pardon. Et la voix va perdre un peu des aigus et de la tonicité. Voilà. Donc la voix, effectivement, elle évolue tout au long de notre vie. Et encore là, je ne parle pas des aspects pathologiques, des petites... On peut être malade de la voix aussi, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais disons que chez chacun, quand la voix est normale, on apprend à gérer ça comme on apprend à gérer nos rides, et les choses qui nous arrivent au fur et à mesure. Mais... la médecine s'intéresse de plus en plus au bien vieillir. Il y a beaucoup de solutions dermatologiques pour le traitement de la peau, par exemple, pour éviter les rides, le visage qui s'affaisse, les choses comme ça. Et petit à petit, on commence aussi à avoir des traitements pour le vieillissement de la voix. Et je travaille à l'hôpital de la Conception, moi, à Marseille, avec l'équipe du professeur Giovanni. Et la mission, là, pour le plan quadriennal du service, c'est proposer des traitements pour bien vieillir du point de vue vocal.
Voilà. Donc ça peut se travailler pour que nos muscles des jambes vieillissent pas trop. On fait de la gym voilà. Donc on peut proposer pour la voix maintenant des solutions pour que ce vieillissement se fasse de manière plus smooth, on va dire plus doucement. Voilà, plus doucement, plus facile à accepter. J'aimerais rebondir effectivement sur ce que tu as dit, et c'est parce que évidemment quand on fait une transition on a tendance à lire pas mal de trucs, et moi j'avais lu un truc, tu pourras peut-être compléter, mais c'était que effectivement la mue, particulièrement dans le cas virilisant, on va dire, une puberté virilisante à l'adolescence, effectivement la pomme d'Adam va avoir tendance à sortir, enfin chez la plupart des gens, parce que moi j'en ai jamais eu, et la voix va devenir plus grave, mais j'ai lu qu'il y aurait quand même une composante sociale aussi là-dedans, dans le sens où la voix va avoir tendance à être d'autant plus grave qu'il y a une part de mimétisme déjà, et que comment dire, étant donné que c'est un organe qui a une certaine largeur, il va y avoir la tentation d'aller exploiter cette largeur, là où c'est pas obligatoire en réalité. Et il est possible, même en ayant justement une mue totale, d'avoir une voix qui est plus aiguë et qui va aller avec moins de résonance en fait. Et je suppose, moi c'est toujours une supposition que j'ai eue par rapport à moi-même, je ne sais pas, que je ne suis pas allée chercher là-dessus parce que ça ne m'intéressait pas. Voilà. Mais après, je ne sais pas, peut-être. Mais j'ai lu aussi un certain nombre de choses, et notamment il y a eu des études comme quoi un certain nombre d'hommes, quand ils étaient entourés de femmes, vont avoir tendance à avoir une voix plus grave. Enfin, ce sont des effets qui sont quand même largement teintés de socialisation. Pour rebondir sur ce que vous disiez, moi j'ai eu une expérience comme ça où je me suis retrouvée alitée pendant plusieurs mois, quasiment, pendant 1 an et demi, voilà, où je ne pouvais pas chanter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais perdu la capacité un peu vocale, puisque vu que je ne pouvais pas être active, je ne pouvais plus marcher, du coup je ne pouvais plus non plus chanter, les cordes vocales se sont affaiblies. Voilà. Se sont affaiblies, je ne pouvais plus rien faire, donc limite quand je chantais, c'était impossible à faire. Donc en effet, comment on le vit? Moi j'ai eu cette phase un peu dépressive où je ne pouvais plus du tout faire entendre ma voix. Pour le coup, ça a été compliqué, d'où la naissance du podcast, parce que je me suis dit comment utiliser ma voix, faire de la musique, mais sans forcément chanter. Et la création de ce podcast, justement Music Talk, ça a été une thérapie aussi pour moi, parce que du coup, je pouvais avoir accès à la musique, entendre de la musique, mais juste en parlant, sans avoir à forcer, etc. Et ça m'a permis aussi de rééduquer, bizarrement, ma voix et de la remuscler, plutôt remuscler mes cordes vocales. Donc en effet, c'est compliqué quand on perd la voix, c'est compliqué quand on passe par cette phase où, qu'on soit orateur ou chanteur, ou peu importe, qu'on utilise sa voix, et qu'à un moment... il y a un accident de la vie qui fait que, du coup, tu ne peux plus l'utiliser. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai eu la chance de rebondir avec le podcast, mais d'autres personnes, qu'est-ce qu'elles font? C'est amusant ce que tu dis, parce que, en fait, il faut considérer que les chanteurs, les comédiens, les professionnels de la voix, les enseignants aussi, sont des athlètes de la voix. Et ça viendrait à l'idée de personne de demander à un marathonien qui vient de passer 1 mois alité d'avoir la même performance qu'avant. C'est vrai. Et pourtant, c'est exactement le même cas de figure, et ça ne m'étonne pas du tout, moi, que tu aies rééduqué ta voix en recommençant à l'utiliser progressivement. Et voilà, tu as commencé par retrouver un peu tes sensations, retrouver confiance, et bim, après, ça redémarre, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, les gens pensent que la voix, c'est magique, mais ce n'est pas magique. En fait, c'est pas un sens, la voix, c'est un geste, c'est une activité, c'est quelque chose qu'on produit avec le corps. Ça ne se fait pas tout seul. Mais contrairement à un athlète qui se serait pété la jambe et qui, du coup, la personne qui pourtant a besoin de sa voix dans son travail et qui n'a plus de voix, socialement, c'est dur, parce qu'il peut y avoir un entourage qui peut même être très, très, très peu bienveillant, en fait. C'est-à-dire, moi, je me souviens en milieu scolaire,
Alors c'est peut-être le pire de ce qui peut arriver, mais les autres sont hyper cruels en fait, de se moquer de la personne qui a plus de voix. Et je trouve justement ça dit bien toute la symbolique qui est attachée autour de la voix, je trouve. Je profite juste de ce que tu dis pour faire passer un petit message. Je suis sûre qu'il doit y avoir des enseignants dans la salle. Quand on a un problème de voix, quand on a ce que tu décrivais tout à l'heure, Solène, c'est la voix qui se casse un peu quelques jours. Bon, si ça dure quelques jours, c'est pas grave, ça revient, ça va. Mais tout trouble de la voix, si vous avez votre voix qui change, que vous la sentez éraillée, que vous la trouvez pas en forme, que c'est difficile, que c'est fatigant, si ça dure plus de 15 jours, il faut consulter un ORL. Ouais, de préférence un phoniatre. Voilà. Parce que si ça se trouve, vous êtes en train de faire des petites lésions qui ne sont pas forcément graves, mais qui seront plus faciles à soigner si vous les prenez en charge tôt, en fait, que si vous attendez trop. Et autre petit message, si vous êtes enseignant et que vous avez une extinction de voix, n'hésitez pas à demander quelques jours d'arrêt de travail. Parce que si votre voix vous fait défaut, pour la faire sortir quand même, vous allez forcer. Et si vous forcez sur une voix qui est déjà dans une situation inflammatoire, vous allez aussi courir le risque de générer des petites lésions plus rapidement que dans une situation normale. Donc, prenez-en soin de votre voix, voilà. Et soyez à l'écoute, parce que finalement, tout ce que vous dit votre corps quand il vous dit « tiens, je suis fatigué, tiens, j'ai mal, tiens, je marche plus », c'est des messages qu'il vous envoie pour que vous fassiez quelque chose. Voilà. Donc, essayez de trouver le moyen d'apporter une réponse adaptée au message que le corps vous envoie. Merci pour ce conseil. Yes, merci. Prendre soin de soi, c'est important, et de sa voix. Bon, je vois le temps qui passe. On va lancer les échanges avec le public, mais en tout cas, si j'ai quelque chose à retenir de tous nos échanges, c'est que la voix, c'est notre émotion, et c'est nous, quoi. Donc, enfin, je ne sais pas si je peux résumer ça comme ça, c'est pas très français. La voix, c'est nous, mais rattacher la voix à l'émotion, enfin, dire que l'émotion, c'est la voix. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Ouais, bon, super. Merci beaucoup, mesdames. Je vais donner la parole au public et tu vas récupérer mon micro. C'est ça. Après, j'ai plus le droit de parler. Merci. J'ai une question qui est peut-être plus technique pour Johanna. On connaît tous des voix de radio. D'ailleurs, quand on parle à la radio, on ne sait pas avec notre voix de tous les jours. Il y a pas mal de podcasteurs, podcasteuses. Je pense qu'on n'a pas la même voix quand on parle dans un micro et quand on parle tous les jours, dans la voix de tous les jours. Et il y a des voix qui sont plus radiophoniques. Est-ce que la science a montré qu'il y avait certaines caractéristiques dans les voix dites de radio? Et qu'est-ce qui fait que certaines voix vont se ressembler? Je pense sur FIP, il y a différentes présentatrices. On a toujours l'impression que c'est la même personne qui parle. C'est très culturel, ça encore, c'est très social, ça dépend à quel groupe on s'adresse. Par exemple, sur les 15-25 ans, je pense que la voix de FIP, ça marche beaucoup moins bien que sur les 25-50 ans, quoi. Où il y a cette espèce de choses très posées, très sensuelles, très douces, très agréables. Mais si vous écoutez, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus écouté ce genre de radio, mais si vous écoutez, je sais pas, Fun Radio ou les trucs comme ça, le matin, c'est tonitruant, c'est hyper enthousiaste, c'est puissant, c'est aigu, c'est juste pas possible à partir de 25 ans. Tout ça, c'est très culturellement fixé. En fait, il y a quelques années, j'avais été contactée par une journaliste de Slate qui m'interrogeait sur les voix féminines de la radio et qui me disait, moi, j'ai le sentiment que des voix aiguës peuvent subir de la discrimination à l'embauche dans les radios. Et donc, moi, je lui avais dit que je n'étais pas forcément d'accord avec ce point de vue. Mais on était tombé d'accord sur une chose, c'est qu'elle allait récupérer tous les enregistrements qu'elle pouvait des femmes qui parlaient dans la tranche horaire de 7-9 le matin, et des hommes aussi, pour qu'on puisse comparer les choses. Et donc j'avais fait les mesures des hauteurs de voix de tous ces individus-là. Et on avait montré
que c'était pas vrai, en fait. Que si vous prenez, par exemple, Claire Chazal a une voix grave, elle a une voix qui est dans la zone d'ambiguïté, dans la zone où on ne sait pas trop si c'est des garçons ou des filles qui parlent. Mais si vous prenez Élise Lucet, elle a une voix qui est très nettement plus aiguë que la moyenne des femmes. Et pourtant, personne ne remet en doute ni sa compétence, ni son sérieux, ni son talent de journaliste, etc. Et donc, avec cette journaliste, quand on avait regardé les résultats, on s'était rendu compte que les femmes avaient des voix les femmes de radio, avaient des voix qui gravitaient autour de la moyenne, avec des différences qui n'étaient pas plus flagrantes que les différences qu'on pourrait mesurer entre nous dans la salle si on le faisait. Par contre, ce qu'on avait remarqué avec beaucoup plus d'étonnement, c'est que les hommes avaient une voix légèrement plus aiguë que la moyenne des hommes. Voilà. Parce que j'imagine qu'il y a besoin de garder l'attention du public et donc une forme de tension, d'énergie qui se traduit par quelque chose qui monte plutôt un peu plus dans les aigus. C'est une constatation, je n'ai pas d'avis sur la question, c'est comme ça. Mais je pense que tout le monde a en tête ces archives de l'INA avec l'espèce de présentateur interchangeable qui a toujours cette espèce d'accent parisien. Et je pense que c'est hyper révélateur de ce que tu viens de dire. C'est à une certaine époque, c'était comme ça qu'il fallait parler à la télé. Et après, cette mode est passée, mais ça a aussi discriminé les gens qui avaient des parlers régionaux, des accents, etc. Il y a des modes dans la voix, c'est fou. Hein. Si vous avez en tête la voix d'Arletty, plus personne ne parle jamais comme ça maintenant. Mais pourtant, à l'époque, pratiquement toutes les femmes parlaient comme ça. Pourquoi ? Parce qu'Arletty, c'était les débuts du cinéma, et donc techniquement, les captations sonores étaient très mauvaises. Donc ça obligeait les comédiennes à parler fort. Donc les comédiennes, elles avaient trouvé un truc, c'est qu'elles mettaient du twang dans leur voix. Elles parlaient comme ça, atmosphère. Parce que ça permet de faire plus fort. Et d'ailleurs, Edith Piaf, à la même époque, elle chantait aussi avec du twang dans la voix. Parce que ça permet de faire... Et toutes les bonnes femmes qui regardaient les films et qui écoutaient Edith Piaf disaient « c'est super cool, moi aussi je veux faire ça ». Et donc tout le monde parlait avec du twang dans la voix. Il y a quelques années... Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez les films en VO, il y a quelques années, les actrices américaines, elles disaient « Hi, how are you ?» Et maintenant, elles disent « Hi, how are you ?» Pourquoi ? Parce que Britney Spears a trouvé que ça faisait cool. Et Britney Spears s'est mise à faire cette sonorité-là tout le temps dans sa voix. Alors, s'en est suivi les Kardashians, s'en est suivi, etc. Et maintenant, les Américaines, elles mettent cette sonorité-là qu'on appelle du fry dans leur voix, beaucoup, très souvent. Merci déjà pour cette table ronde. Et je me demandais, j'ai un groupe d'amis dans lequel on parle plusieurs langues, puisqu'on parle tous 2 ou 3 ou plus langues, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, donc entre nous, on mélange un petit peu et puis tout ça. Et on remarque de façon assez évidente qu'on n'a pas la même voix quand on change de langage, alors qu'on est avec les mêmes personnes dans le même contexte. Et du coup, je me demandais si... est-ce qu'on change de personnalité un petit peu ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est... Je pense qu'il y a aussi par rapport aux accents qui sont demandés par certaines langues comme l'espagnol ou l'italien, qui sont plus toniques par rapport au français. Voilà, c'était ma question. Je remets ma casquette de linguiste, alors là, du coup. Il y a des différences qui sont structurellement liées aux langues. Voilà. On parlait tout à l'heure d'intonation, et la mélodie qu'on a dans notre voix quand on parle, c'est pas la même selon qu'on parle français, italien, anglais, japonais, ce que vous voulez. Et donc ça, c'est déjà des règles qui sont liées à la langue. Ensuite, il y a des sonorités qui sont différentes. Et ça, on s'en rend bien compte si on compare, par exemple, le français du Canada au français de France, où on a quelque chose de beaucoup plus chantant et de beaucoup plus puissant au Canada par rapport en France. C'est exactement la même différence qu'on observe si on écoute l'anglais d'Amérique ou l'anglais de Grande-Bretagne.
qui est beaucoup plus chantant et beaucoup plus puissant en Amérique qu'en Grande-Bretagne. C'est rigolo parce qu'il y a des différences qui sont constantes entre le continent américain et le continent européen. Et puis, on a montré que structurellement, quand une même personne, un même individu qui va parler différentes langues, aura toujours une voix plus aiguë dans les langues anglo-saxonnes que dans les langues latines. Voilà. Et ça se retrouve, ça. Moi, j'avais récupéré pour ça, pour mes étudiants, j'avais récupéré un enregistrement de Monica Bellucci, qui parle italien, qui parle anglais, qui parle français. Et effectivement, ça se retrouve. Elle parle plus aiguë quand elle parle anglais que quand elle parle des langues latines. Donc ça, je dirais que c'est lié déjà à un facteur linguistique. Est-ce que ça va changer quelque chose dans notre personnalité quand on change de langue ? Je pense pas. Je pense pas, parce que vous avez des Américains timides et des Américains extravertis, et vous avez voilà. Et je pense que c'est juste, ça va se transposer dans une langue en prenant compte effectivement les différences qui sont liées à la langue. Je sais pas si je réponds à votre question. Je pense que je tente un truc, hein, mais je pense qu'il y a aussi, comme on disait, il y avait la voix qu'on a au boulot, la voix qu'on a. Enfin, on change aussi subtilement de voix selon notre contexte au sein d'une même langue. Donc, avec toutes les représentations culturelles qu'on peut avoir vis-à-vis d'une langue étrangère, évidemment qu'on va être tenté de se calquer, y compris en termes d'attitude, vis-à-vis de ces représentations qui sont pourtant des gros clichés, mais voilà. C'est totalement juste. Et même, ça dépend aussi du niveau de maîtrise qu'on a de la langue. Si c'est une langue qu'on maîtrise plus ou moins, on va avoir tendance à forcer un peu plus. Parce que ça nous demande un effort mental qui se traduit dans un effort musculaire aussi. Pour rebondir aussi, moi, on me dit souvent que j'ai un anglais prétentieux. La personne qui me dit ça est dans la salle, donc je ne vais pas pointer du doigt. Parce qu'en effet, voilà, quand on parle lingala, c'est nasoloba lingala. Donc déjà, on est vachement dans les graves, etc. Et bizarrement, quand je parle anglais, comme tu dis, c'est culturel. Moi, je suis beaucoup de séries américaines ou des documentaires. Et j'ai tendance à imiter justement cet accent. Et quand je parle anglais, c'est très « Hi, how are you? My name is Willie ». Tu vois, c'est très... et même quand j'ai des conversations en anglais, j'ai des aigus, justement. Je suis plutôt dans les aigus, ça sautille un peu. Et c'est vrai que peut-être que tu as raison, j'ai peut-être un anglais prétentieux, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai vraiment une différence de voix quand je parle lingala, quand je parle français, quand je parle anglais. Ouais. Peut-être que c'est du mimétisme, mais c'est vrai qu'en anglais, j'ai vraiment la voix aiguë pour le coup. Est-ce que vous auriez des petits exercices du coup à conseiller, soit je sais pas pour échauffer sa voix, soit pour essayer de plus l'affirmer, l'accepter. Enfin voilà, si vous en avez déjà partagé quelques-uns, mais s'il y en a d'autres, je suis preneuse. Tu veux commencer ? Quelques exercices. Je vais me lever. On va faire l'exercice. Hein. Déjà, un exercice que je fais vraiment avant de chanter ou de monter sur scène, c'est que j'ancre. C'est pas grave. J'ancre bien mes pieds. En fait, quand on chante, pour moi, c'est très organique. J'ai vraiment besoin de sentir le sol. Et en gros, ça part des orteils et ça remonte. Donc, avant de chanter, je me mets vraiment en position comme ça et j'étends tout mon corps comme ça. Et je pousse du coup, je fais des exercices comme ça avec le ventre. Donc, j'ai le corps comme ça et je fais des exercices de respiration. Donc déjà, c'est étendre le corps, l'étirer, un peu le réveiller. Et il y a cette espèce d'exercice de respiration. On dit que moi, j'ai toujours cet exemple du bébé. Quand vous voyez les bébés respirer, ils ont une manière de respirer. En fait, le ventre est comme ça. Et plus on grandit, plus on oublie en fait qu'on est censé respirer comme ça. Et nous, en tant que chanteurs, pour pouvoir garder de l'air vocalement, on doit chanter et remplir d'air comme un ballon en fait. C'est voilà, c'est l'exercice de respiration à faire. Donc on s'allonge. Moi, je vais faire avec le ventre. Hein. On s'allonge, on respire. On doit gonfler un maximum le ventre et vraiment ressortir tout l'air. Ressortir l'air. L'exercice étirer le corps. Et il y a l'exercice de la paille aussi pour les personnes qui parlent beaucoup, les orateurs, les professeurs, etc. Parce qu'on a besoin de notre souffle et le maîtriser. Donc vous prenez un verre d'eau comme ça. Un verre, vous remplissez un peu d'eau, vous mettez une paille. Et l'idée, c'est de faire des bulles. Mais des bulles, il faut qu'il y ait un son très régulier. Plus
plus le son est régulier, plus vous allez maîtriser votre souffle et votre voix. Et ça, c'est une technique aussi que j'utilise quand on me dit, Willy, il faut que tu chantes là dans les 10 minutes et que j'ai pas le temps de m'échauffer. Du coup, je fais cet exercice de la paille parce que non seulement ça m'échauffe un peu les cordes vocales, mais ça travaille aussi ma respiration si j'ai pas le temps de faire d'autres exercices. Donc voilà 3 petits tips rapides que j'utilise moi et qui fonctionnent avec moi en tout cas. Oui, il y a beaucoup de choses. Je suis contente d'entendre ça, Willy. Je suis contente d'entendre que tu t'échauffes aussi, parce que moi, qui prends beaucoup en charge de chanteur, l'échauffement vocal, tout le monde en parle, mais en vrai, personne ne le fait jamais. Et c'est dommage. Et moi, je le fais. Et c'est dommage. Je me réjouis aussi de voir des exercices en fait qui sont nés dans le soin et qui descendent dans la rue et qui arrivent jusqu'aux professionnels de la voix, les chanteurs, etc. Si un jour vous avez un problème de voix et que ça nécessite une prise en charge par une orthophoniste, on travaillera votre respiration, on travaillera avec des bulles, on travaillera de cette manière-là. Il y en a tellement d'exercices, il faudrait faire des choix. Alors je vais peut-être vous renvoyer sur un site qui s'appelle infovoix.com. Infovoix, tout attaché en un seul mot, .com, qui est un site qui est de renseignements, d'informations à destination des patients, des gens qui ont des difficultés vocales. Et dans ce site-là, il y a un onglet qui s'appelle « Préparer et réparer sa voix », qui vous renvoie en fait à des vidéos YouTube où il y a beaucoup d'exercices différents qui vous sont proposés. Voilà. Donc vous pouvez aller jeter un œil à ce site-là si vous voulez voir des exercices, il y en a plein. Sans que ce soit techniquement des exercices, même si les techniques de respiration, c'est indispensable, mais c'est aussi indispensable. Alors pour sa voix, mais aussi pour asseoir sa confiance en soi, en fait. Et, parce que la confiance en soi va jouer aussi sur la voix, mais aussi sur la façon dont on va pouvoir poser son discours, dérouler ses mots, ses phrases. Et c'est sûr que si on a l'air stressé, si on a l'air anxieuse, etc., ça va moins bien marcher. Alors que si on est plus posé, si on a l'air au moins sûr de soi, on va plus facilement convaincre aussi et plus facilement avoir un discours qui semble cohérent. Et là-dessus, la pose Supergirl, moi je trouve que ça aide. En fait, rien que le fait de mettre les mains, le poing sur les hanches, de se donner de la contenance, de se dire tout un tas de choses sur notre légitimité à être là et à parler aujourd'hui, etc. En fait, ça va aider à, quitte à arriver 2 minutes en retard, c'est pas grave en fait. Mais vaut mieux être 2 minutes en retard et être zen, plutôt que d'arriver pile à l'heure en transpirant, en étant essoufflé et tout, et puis là, en fait, on perd une demi-heure, en fait. Donc voilà, c'est plus, c'est pas vraiment de l'exercice pratique, mais presque, qui aide vraiment à pouvoir avoir une voix, y compris en cours, en tant que prof, qui va plus facilement faire le job, en fait. C'est génial ce que tu dis, moi j'adore cette idée-là et ça excite beaucoup les chercheurs en neurosciences en ce moment, sur l'idée que si on a l'air de quelque chose, on l'est davantage. Et en fait, il se passe des choses dans le cerveau, c'est-à-dire que si vous faites semblant de faire quelque chose, vous allez ressentir ce qui va avec et donc ça va vous construire. Il y a un article qui a fait le buzz il y a quelques années, un article scientifique dont le titre était « C'est pas parce que tu es heureux que tu souris, c'est parce que tu souris que tu es heureux ». Et effectivement, on en fait l'expérience finalement, si on n'est pas bien, qu'on a eu un gros coup dur dans la vie, mais qu'on fait l'effort d'aller voir nos amis, on s'efforce de sourire, mais après on se sent mieux. Et en fait, quand vous prenez la posture avec le visage du sourire, si vous le tenez suffisamment, ça envoie un neurotransmetteur qui vous fait ressentir l'émotion de joie et de gaieté, etc. Donc ça marche dans les deux sens. Il y a ce qu'on ressent qui se voit à l'extérieur, il y a ce qu'on montre à l'extérieur qu'on va se mettre à ressentir. De la même manière qu'on peut très bien se faire plomber par quelqu'un qui nous fait la gueule. Et une petite chose aussi, le miroir est maintenant mon meilleur ami. C'est pas du narcissisme, c'est que je me regarde quand je parle, en fait, pour voir ma gestuelle, pour voir comment je pose ma voix, juste pour voir même le regard. Ce qui se passe, c'est voir ce que je renvoie. Du coup, de temps en temps, je me mets devant le miroir, ou quand j'ai un texte à lire ou des choses à faire, allez, je me mets devant le miroir.
Et je vois comment s'il y a des mimétismes, des choses que j'essaye un peu de me, c'est pas brutal, mais au fur et à mesure, j'essaye de gommer des choses qui paraissent pas, qui communiquent pas la bonne intention en fait, qui sont pas en phase avec ce que je veux véhiculer. Donc du coup, mon miroir est mon meilleur pote aussi. Oui, bonjour. Alors du coup, je voulais aussi rebondir à ce que vous venez de dire, puisque moi, je suis en train d'essayer de me lancer sur le podcast et sur les animations live sur les réseaux. Et souvent, je me répète devant mon miroir, en boucle, sans jamais vraiment être satisfaite du coup. Et là, en fait, j'apprends que la voix, c'est aussi une transmission de l'émotion. Merci, parce que ça, je n'avais pas compris jusqu'à maintenant. Donc, je pouvais me répéter en boucle. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Et du coup, je me dis, si c'est une transmission de l'émotion, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux pour que je trouve cette confiance puisque j'y vais pas, en fait, finalement. Est-ce que ce ne serait pas plutôt de penser peut-être à quelqu'un qui me met en confiance quand je parle, même devant mon miroir, mais pas forcément à moi, puisque visiblement, moi, je ne me fais pas assez confiance. Mais est-ce que ça joue, en fait, peut-être à qui on pense quand on s'adresse, en fait, dans ces messages à tout le monde et personne en même temps. Là, par exemple, je pense à quelqu'un qui me fait voilà, pour pouvoir m'adresser à vous. Est-ce que ça joue ou pas dans ce qui pourrait ressentir après, en fait? Est-ce que sur la confiance en soi, de penser à quelqu'un en qui on a confiance, en fait, quand vous êtes en concert, par exemple, ou quand vous devez vous adresser à un public qui vous met pas forcément à l'aise, voilà. Est-ce que le mental est relié, en fait? Je ne sais pas si ma question est claire. Moi, je sais que ce qui m'a aidée quand je me suis lancée dans le podcast, j'étais comme vous. Il n'y avait rien qui allait, j'étais contente de rien, etc. Mais j'ai fait l'exercice avec une personne de confiance. Là, pour le coup, le miroir n'existait pas, mais j'ai fait, en fait, première interview fictive avec une personne de confiance. On s'est mis face à face, c'est quelqu'un que je connaissais, je savais au fond de moi que ça aurait, de toute façon, il y aurait eu de la bienveillance, que les conseils auraient été constructifs. Du coup, je me suis entraînée avec une personne que je connaissais. Avec mon matériel, je suis venue, on a commencé à enregistrer comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre confiance. Alors moi, en tout cas, c'est ce qui a fonctionné avec moi. Par contre, c'est extrêmement personnel. Parce que je veux dire ça dans le sens où moi, ça me terrifierait ce genre d'exercice et ça me couperait les jambes et ça serait pas possible. Enfin, je serais beaucoup plus stressée avec quelqu'un que je connais en faisant et j'ai déjà essayé d'ailleurs sur des formats courts pendant la campagne d'interview vidéo. À chaque fois, on a fait 50 prises parce que j'y arrivais pas, j'étais trop stressée. Alors que m'adresser comme ça à un public, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agissait d'avoir un message un petit peu bref avec quelqu'un que je connaissais, c'était hyper dur. Donc, si je dis ça, c'est pas pour dire que c'est pas une bonne idée, ça peut l'être, mais les techniques vont être très personnelles. Moi, ma technique, c'est de voir un petit peu, alors déjà de décomplexer sur un certain nombre de choses, mais ça on en a déjà parlé, mais de voir aussi la voix porteuse d'émotions comme une générosité. C'est-à-dire que ce que je vais avoir à dire, sans doute que ça peut servir à d'autres gens, sans doute que la passion que je transmets en disant les choses va servir à d'autres gens et que la légitimité que je transmets, c'est super que je puisse la transmettre. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de choses qui sont plus des vecteurs, plus des motivations qui font que je vais m'adresser et faire cette espèce de saut dans le vide que je perçois vraiment comme un saut dans le vide en oubliant tout le reste. Et surtout, il ne faut pas que je réfléchisse à qui va m'écouter parce que sinon ça marche pas. Moi, ça m'inspire une chose dramatique en fait, qui est le pouvoir qu'on donne au micro. Ah oui, non mais... Et je suis sûre que dire la même chose à votre petite sœur ou à votre meilleure copine, exactement la même chose sans micro, ça vous sort comme ça. Et il n'y a aucun problème, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Voilà. Moi, je prépare les étudiants dans mon université à leur soutenance de mémoire, donc à l'utilisation de la parole en public. Et je leur dis toujours, quand vous répétez, déjà, il faut répéter à voix haute. On est d'accord que si on chuchote ou dans la tête, ça ne donne rien, ça amène nulle part. Et puis, je leur dis, restez dans l'interaction.
Il peut y avoir 300 personnes qui vous écoutent. Il faut que vous parliez à une seule, avec une qualité de langage qui pourrait être comprise par n'importe qui. Voilà. Et donc, moi, le conseil que je vous donnerais, et ça rejoint ce que vous dites en fait, hein, c'est de visualiser la personne avec qui vous êtes en confiance et de le lui dire à elle. Ça vous permettra d'avoir davantage de spontanéité et d'être moins dans le calcul de qu'est-ce que je fais de mon intonation. Et là, si je remonte un peu, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal si je remonte un peu. Laissez tomber ça. Ce qui marche, c'est la spontanéité, en fait. Et donc l'idée, c'est quand on se retrouve avec une personne qu'on connaît bien, qu'on aime bien, le truc, il se passe tout seul. Rappelez-vous la voix que vous utilisez quand vous racontez à votre copine le film que vous avez vu hier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Et tout sort exactement comme on a envie de l'entendre quand on écoute un podcast, en fait. Par contre, maintenant que tu le dis, je suis toujours en train de regarder des gens au pif dans le public pour, quel que soit le discours que je fais. Mais oui, et pour accrocher le regard, et en fait, on parle à cette personne et après on en change. Mais voilà. Ouais. Je crois qu'on va être amené à clore cette intervention. Mesdames, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à Et puis merci au public pour votre attention et vos questions. Voilà.